Bonjour à tous, bienvenue. 300 millions de critiques, la revue de l'actualité francophone. Nous sommes à l'Institut du monde arabe, il fait plutôt beau. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Nous allons commencer par de la littérature, cette émission. L'occasion de vous recommander chaudement un livre qui est sorti il y a quelques temps, Une histoire des haines d'écrivains de Chateaubriand à Proust. C'est chez Flammarion. Ce sont deux jeunes normaliens et c'est absolument divin la manière dont ils racontent ce 19e siècle rempli de haine. Par exemple, les frères Goncourt parlaient de Proust en disant c'est un chat de gouttière ou un chat siamois enfermé dans une loge de concierge. Voici le programme. Le Kamalocène, Ils m'ont menti de Daniel Pénac signe la renaissance d'une saga à succès écoulée à plus de 5 millions d'exemplaires dans les années 80. Au bonheur des ogres, nous avait fait rencontrer la famille Malocène et plus particulièrement Benjamin. 7 titres plus tard, les retrouvailles ont-elles ému nos chroniqueurs? Réponse dans un instant. Nous parlerons aussi de l'aptitude ou inaptitude du cinéma francophone à fictionner autour du politique en partant de l'exemple du nouveau film du Belge Lucas Belvaux, Chez nous, qui décrit l'implantation d'un parti d'extrême droite dans le nord de la France. Et enfin, nous vous ferons partager notre engouement pour la magnifique exposition qui a ouvert au musée du Quai Branly à Paris, l'Afrique des routes, un panorama historique, artistique et bien plus encore de ce continent fascinant. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti! Voilà, je vous présente ceux qui nous accompagnent, évidemment. Qui vous accompagne cette semaine? Vous connaissez Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France, diplomate en poste, évidemment, à Tunis. Mon cher Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus capé d'entre nous, il est normal que je commence par vous, car je suis un flagorneur de première bourre. Vous serez un métier en Tunisie. C'est un métier, voilà. En plus, la flagornerie. J'excelle. Pour TV5 Monde, ma chère Estelle Martin, qui, vous le savez, non seulement est là toutes les semaines, mais réalise cet excellent Zap Culture qui est absolument incontournable. Myriam Fémiot, donc de Radio-Canada. Myriam, merci d'être venue. Je suis ravie d'être là. Vous avez une veste absolument sublime, lumineuse, mais ce n'est pas du tout ironique de ma part. Emmanuel Kérad a remis sa veste noire et a laissé sa veste marron glacée la semaine dernière. Voilà, librairie francophone, excellente émission sur France Inter, bien évidemment. Et Michel Serruti, qu'on ne présente plus, de la radio-télévision suisse. Le Kamalocène, ce sera le tome 1, Ils ont menti. C'est publié aux éditions Gallimard. Vous reconnaissez évidemment donc Daniel Pénac, que vous avez vu dans de très nombreuses émissions littéraires, notamment à l'époque chez Bernard Pivot. C'est le nouveau tome donc, de cette série. 5 400 000 personnes ont suivi donc l'odyssée de cette famille. Mon cher Emmanuel, nous allons commencer par vous. C'est un succès de librairie incontestable. Chez Gallimard. On repart sur les traces de cette saga. Est-ce qu'on y repart avec bonheur? On y repart avec bonheur puisque c'est un livre pour les fans. C'est un livre qui est conçu pour les fans et pour les femmes parce que effectivement il y a beaucoup de lectrices de Daniel Pénac, lapsus révélateur, mais encore il y a ce livre que l'on attend depuis 1999. Cela fait 17 ans finalement que les fans attendent le Kamalocène de Daniel Pénac. Alors on retrouve évidemment le fameux Benjamin, le chef du clan Malocène, vous vous en souvenez peut-être, qui est toujours employé pour une maison d'édition et qui est chargé de surveiller le poulain de la maison d'édition, la star de la boîte. À côté de ça, il y a une intrigue, une sorte d'enquête avec un chef d'entreprise qui a été enlevé, mais qui a été enlevé après avoir clôturé son entreprise et surtout après avoir empoché une grosse prime de départ. Donc tout est là finalement. De 22 millions d'euros à peu près. Quelque chose comme ça, voilà. 800 000 et 4 euros. Il faut être précis dans les chiffres. Toujours avec Daniel. Tout est là finalement pour faire une critique de la société et intégrer toutes les composantes de notre monde contemporain, les réseaux sociaux par exemple, ou encore la télé-réalité. Je suis très énervé. Quoi ? Vous êtes très calme, attendez, très énervé. Vous avez écouté Pourquoi êtes-vous énervé? Voilà, j'attendais la question. Je suis très énervé car il y a une critique snobinarde parisienne qui est là pour attaquer Daniel Pénac. C'est pas que on peut attaquer Daniel Pénac. Moi, je préfère Chagrin d'école. Je préfère largement Le Sixième Continent, qui est un livre magnifique. La saga Malocène, c'est un peu compliqué. Il y a effectivement plein de personnages. On s'y perd complètement quand on commence le livre parce qu'on a un peu oublié les anciens. Heureusement, il y a un index à la fin du livre, ce qui est révélateur aussi, puisqu'on a tous les personnages qui sont resitués dans le contexte. Je suis très énervé, car quand même, quand on lit des critiques, quand on entend des journalistes littéraires dire que c'est du foutage de gueule, j'ai lu ça, je ne vais pas citer la journaliste en question, que c'est un livre daté, ringard, fouillis, enfin bon, c'est Mais vous voyez absolument... on en revient à ce que je racontais pour le 19e siècle. Oui.
tout à l'heure. Vous saviez ce que Barbet d'Aurevilly disait de Zola, ce zéro, enfin c'était... Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un truc traditionnel dans l'histoire de la littérature. Ils se haïssent. C'est de la littérature populaire. Il ne faut pas gâcher le plaisir de la lecture aux fans de Pénac et aux fans de Malocène. Voilà, Kamal-Hossein, donc ils ont menti, le sourire de Daniel Pénac. Monsieur Cerruti. Oui. Faites le malin, Michel. Non, mais je me disais, quand on lit Pénac, c'est un petit peu... Il y a le côté, évidemment... c'est Madeleine de Proust, Pénac. J'ai lu tous les Pénac dans les années 80, 90, évidemment, tous, je les ai tous lus. Je les avais un peu oubliés entre-temps. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, oui, c'est pas de la grande littérature, mais on s'en fout, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est de la bonne littérature, c'est la littérature populaire, et puis c'est bien écrit, il y a un style, c'est enlevé, c'est drôle, c'est loufoque. En plus, cette famille, elle est juste délirante, c'est de la loufoquerie. Et voilà. Et quand on retrouve un livre comme celui-ci, effectivement, il ne faut pas bouiller son plaisir, parce qu'il y a un côté un peu, on rentre à la maison, on rentre dans ses Pénac. Non, mais il faut dire aussi... Je dis rien. Est-ce qu'il est connu, Pénac Oui, très, très connu. Moi, je fais partie des 5 millions quelques lecteurs. Je l'étais fan dans la vingtaine. On était nombreux à avoir lu cette saga. Mais je ne l'attendais pas, Pénac, honnêtement. Je ne pensais pas qu'elle allait revenir avec cette série, mais je ne l'attendais pas. À preuve, lorsque je me suis plongée dans ce petit dernier, j'étais complètement confuse. J'ai dû aller me rapporter à ce répertoire qui est à la fin. C'est un peu lassant, ça devient très lourd. Donc, l'intrigue qu'on nous sert, j'étais très tiède par rapport à l'intrigue parce que j'essayais de me dépatouiller dans juste essayer de comprendre où on en était. Donc, la question... du tout à côté de Guy Répet pour les personnages. Bon, je vous le concède. Alors, la question qui me venait en tête, c'est pourquoi? Chez nous, au Québec, 25 des recettes en librairie sont dues à des sagas. Donc, les Marie Laberge, il y a quelques années, les Christine Brouillet, tous les livres d'histoire. Donc, on en parlait il y a quelques semaines. Le milieu du cinéma, même chose à l'édition, a de la difficulté à prendre des risques. Donc, ça, c'est une bonne façon de... D'ailleurs, la construction d'une carrière de romancier, prenez par exemple, il y a un tas de romanciers en France, c'est d'écrire un roman toutes les rentrées littéraires, comme par exemple Amélie Nothomb, pour créer justement... parce que ce ne sont pas des sagas, Amélie Nothomb, mais en même temps, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est le retour éternel de quelqu'un qu'on attend et qu'on aime. Mon cher Olivier, bon, monsieur l'ambassadeur... Disons, merci. D'abord, disons que il ne faut pas taper sur la littérature populaire. Maman lisait Henri Troyat, Les Semailles et les Moissons, et elle avait beaucoup de plaisir à lire ça. Et moi, je dois dire, j'ai eu du plaisir à lire Au Bonheur des Ogres et puis La Fée Carabine, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, a été publiée au début dans la collection Série Noire. Donc, c'est intéressant de voir que ce n'était pas uniquement de la littérature populaire au sens où on peut l'entendre du terme. J'ai découvert, grâce à Pénac à l'époque, c'était il y a 30 ans, tout un univers que je connaissais peu, Belleville, tout un univers extrêmement formidable, une population à travers des personnages très attachants. Je dois dire qu'avec le recul, c'est-à-dire 30 ans après, je n'ai pas bien suivi et pas bien compris le Kamal-Hossein, parce que j'étais largué, comme vous l'étiez, Myriam. Donc, je n'ai pas eu de plaisir à le lire, mais probablement, je n'ai pas suivi les différents épisodes. Enfin, j'ai dû manquer 5 ouvrages entre-temps. Néanmoins, c'est un auteur populaire. Et après, il a écrit, vous l'avez dit, Michel, Chagrin d'école, quelqu'un qui a ses personnages, qui, comme dans la comédie humaine, les fait avancer. Et voilà. Simplement, l'attente chez moi était assez faible, je dois dire. Et je n'ai pas eu un plaisir intense à lire ce livre. Estelle Martine. Alors, comme mes petits camarades, j'étais un petit peu perdue dans la saga Malocène. C'est vrai que je les ai lus dans les années 80-90 et curieusement, je m'en souviens peu finalement. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un plaisir immédiat qui après ne reste pas, contrairement à certains chefs-d'œuvre littéraires. Après, c'est vrai qu'on retrouve ce langage parlé. C'était une innovation un peu dans les années 80. Il y a tout ce jeu sur l'argot. Il utilise beaucoup différents termes d'argot. D'ailleurs, il s'en expliquait à la grande librairie. C'est compliqué pour ses traducteurs parce qu'il est traduit dans le monde entier, mais parfois trouver les petits mots de patois qu'il utilise, c'est très très compliqué pour les traducteurs. Donc on sent qu'il y a ce jeu du langage qui est toujours très présent. Il y a côté BD. C'est vrai que les personnages, finalement, ils sont très BD. Il y a c'est vraiment cet affairiste, Georges Lapieta, avec un nom, avec sa femme qui est une fausse Claudia Cardinal. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté amusant, charmant. Au départ du livre, il faut dire que c'est à la fois tout ça, tout ce retour,
vers le futur, et en même temps, il y a une sorte de petit polar. Oui, voilà, parce au qu'il début. était, vous l'avez dit, au début, il était édité d'ailleurs dans les éditions Polar. Donc, Comme Tonino Benacquista. Voilà, qui est son grand ami. Donc voilà, donc il y a vraiment. Il fait des BD avec Voilà, Tonino il y a cette Benacquista. patte, chez Daniel Pénac. Mais moi, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que j'avais l'impression qu'il faisait du Daniel Pénac. Alors vous allez me dire, évidemment, que les écrivains ont leur style, mais parfois, c'est presque caricatural. Alors. Voilà, moi c'est ça qui m'a un petit peu gênée, parce que j'avais l'impression qu'il surjouait le Daniel Pénac et qu'il y avait un petit côté daté, 20e siècle. Alors voilà, bon, bah, peut-être que je suis, voilà. Et même, mais est-ce que ça va plaire aux jeunes d'aujourd'hui, Malocène, la saga Malocène? C'est pas le but. C'est un livre pour les fans. Bah, pour les fans, oui, alors qu'il il y a un tirage de 120 000 exemplaires. Oui, 120 000 exemplaires voilà, vont donc être c'est vendus ça. par- Mais c'est dommage, parce pour que les comme fans. c'est de la littérature populaire, ça serait bien aussi que ça amène le Oui, lecteur, oui. mais j'ai trouvé qu'il était mais un c'est peu une daté. suite. C'est Alors une après, il s'amuse, un grouillant plancton, des mails, des SMS, des tweets, des réseaux sociaux. Il essaye quand même d'accrocher à notre époque en critiquant la télé-réalité, l'autofiction. Ça, c'est vrai que ça, c'est assez drôle. Je comprends que dans certains milieux de littéraires parisiens, ça doit un petit peu grasser des dents parce qu'il y va fort sur l'autofiction. Il revendique le droit à l'imaginaire. À la fiction, bon, bah, pourquoi pas, mais c'est pas pour moi un roman impérissable. Il faut connaître. Hein. Si on ne connaît pas on est la perdu. série Malocène, Mais on même est si on perdu. connaît, on est un Même peu si on connaît, perdu. parce Oui, que mais ça vous fait avez 17 l'occasion, ans. mais vous avez l'occasion, Donc, grâce à Folio, voilà. justement, Mais bon. de récupérer tous les pénacs Faut tout lire. de ce registre-là, en vous précisant d'ailleurs qu'entre cette série-là et celui-là, il a écrit une vingtaine de livres dans des registres très très différents. Donc c'est lui qui a décidé de revenir donc à cette saga. Est-ce qu'il y a des sagas? Alors moi, je me souviens quand j'étais très petit dans la bibliothèque de mes parents, il y avait les Thibauts de Roger Martin Dugard. Alors plus personne n'a entendu parler de ça. C'était une série d'une quinzaine de livres et ça a été un des grands succès de l'avant-guerre, donc de l'avant-deuxième guerre mondiale. C'était lu par mes parents avec beaucoup de passion. Évidemment, maintenant, ça a un petit peu disparu. Est-ce que vous avez une saga dans la tête? Michel Serruti répondait. Vous m'avez posé la question déjà tout à l'heure, je me creuse la tête. J'étais juste en train de penser à ça, mais peut-être que je rate totalement quelque chose, mais je n'ai pas l'impression qu'en Suisse, En il y a, Suisse, non. il y a Non, mais des pas sagas forcément en littéraires. Suisse. Une saga. Il y a Harry Il y a Potter. le livre de Marie Laberge. Effectivement, Marie Laberge qui a été Et vraiment. Rougon qui s'est Macquart, je ne sais intégré pas, dans moi, cette, quelque chose. Rien du tout. Bon, allez hop, rideau, Emmanuel. Oui, alors pour répondre à votre question, il y a beaucoup Star de Wars, sagas. quelque chose. Il y a beaucoup Harry de sagas. Potter. Harry Potter. Dans le monde du livre, il y a beaucoup de sagas, mais qui sont en bande dessinée. Loisel et Tripes avec Magasin Général, ça c'est une saga familiale. Voilà, il y a plein de sagas en bande dessinée. On a plus tendance à prendre des risques avec la bande dessinée parce qu'on sait que ça va se vendre, beaucoup plus qu'un roman à suivre. C'est déjà difficile de vendre des romans. Imaginez une série entière. Il n'y a que des auteurs comme Pénac ou comme Voilà. Laberge qui peuvent se permettre ça. Est-ce que le prix Goncourt s'est vendu? La grande, Oui, très bien, à plus de 400 000 pour l'instant. Léla Siamis, c'est vendu. Oui, bien sûr. la grande saga. Myriam Saga. Et Pénac était en tête des ventes aussi avec son bouquin fin janvier, début février. c'est pour ça qu'on lui tire dessus. Il était en tête des Si on ventes parle avec un ça. peu de Zola et des Rougon-Macquart, Exact, une c'est vraie bien d'accord. saga. Ah oui, alors, mais ça, c'est J'en ai parlé. classique, oui. Alors, Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je peux. Non, mais il y a Dian et Virginie Despentes, c'est un peu une ouais. saga. Ah oui. moi, alors c'est une Jean, il a fait trilogie. une saga Vert, chez Gallimard Raymond Subutex. qui démarrait avec Sainte-Bob. Il a même écrit, alors là, des livres dans une série qui s'appelait Doggy Bag et qui avait comme objectif, à l'époque, c'était une histoire démente d'une famille de garagistes gangsters et qui devait être adaptée, je crois, par Canal. À un moment, il y avait un projet, puis tout ça a été oublié. Attention, mesdames et messieurs, c'est l'interactivité autour de Daniel Pénac de tous les tomes de la saga Malocène. La fée Carabine semble être le favori des internautes. Beaucoup ont publié des citations, je vais très très vite, extraites de ce livre à l'image du journaliste Michael Darmon, qui a choisi celle-ci. Écrire l'histoire, c'est foutre la pagaille dans la géographie. Suivez-nous sur le compte Twitter de l'émission, laissez vos messages, hashtag 300 millions de critiques, vous retrouvez les infos sur le site internet au bas de l'écran. Au revoir Emmanuel. Non, je vais rester finalement. D'accord, bonjour Emmanuel. À bientôt. Pascal Bourgault de la RTBF nous rejoint car nous allons parler maintenant de cinéma et de politique. Et Emmanuel Kéra déteste le cinéma et ne supporte pas la politique. Le film qui va nous servir de support à cette discussion qui revient de semaine et de semaine, d'année en année, concerne tout particulièrement notre camarade belge, puisque c'est d'un de ses compatriotes qui le signe, le belge Lucas Belvaux. Son nouveau film Chez nous décrit l'implantation, alors évidemment c'est un peu lourdingue parce qu'on comprend de quoi il s'agit, d'un parti d'extrême droite français dans le nord de la France. Regardez mon regard ou suivez mon regard. On parle de notre aptitude ou inaptitude francophone à fictionner autour du politique juste après quelques images de la bande-annonce du film de Lucas Belvaux. Bonjour, je m'appelle Pauline Duet, je suis infirmière à domicile. Je viens de trouver une de mes patientes décédée chez elle. Ça va? Pas trop dur? Ça fait partie du métier, je fais avec.
Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Salut. C'est dingue, tu ressembles à ta grande sœur, toi. C'est pas ma sœur, c'est ma mère. Ah bon, bah on dirait pas. Tu pourrais venir dîner un soir? Je voudrais te parler. Ah, je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert. Qui ça, il? J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange. Je te signale qu'ils sont autant foncés que toi. Ah bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps. Embrasse-moi. Tu vas le revoir? J'en sais rien, t'es bien curieux. La gynéco, elle est partie. Maintenant, c'est un homme. Mon mari, il veut pas. On est en France au 21e siècle. Je vais lui dire 2 mots, moi, à votre mari. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis, c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces jours-là? C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Niquer qui? Vous saviez? Et bien sûr que non. Ça m'étonnerait que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. On est presque au pouvoir. Ça fait 40 ans que je me bats pour ça. Ce film de Lucas Belvaux, ma chère Pascal, ça vous concerne d'une certaine manière, car le réalisateur est belge, ça nous concerne tous. Car, soyons évidemment concrets, c'est un film qui est une allusion claire et nette au Front National et à la campagne du Front National dans le Nord. Que dit-on en Belgique, chez vous, ma chère Pascal, du film de votre compatriote, le camarade Belvaux? Moi, au registre des critiques positives, je dirais que c'est quand même incroyable que ce soit un petit Belge qui fait le seul film sur le sujet de la campagne présidentielle. Ça, je trouve ça quand même incroyable. La deuxième critique positive que je ferai, c'est que le film est politiquement très efficace, c'est-à-dire qu'il démontre admirablement quand même les coulisses du Front National, puisqu'il démontre comment, d'une certaine manière, ils font oublier le passé et les propos racistes, antisémites, la proximité avec des groupes néo-nazis. Donc, il a réussi à les fâcher. Bravo, Lucas. Un tout petit bémol, c'est que je trouve que le scénario, à la fin, se perd dans le romantisme. C'est-à-dire qu'on reste sur une affaire d'histoire d'amour qui prend le dessus. Et je trouve que, si même moralement, c'est louable, mon cher Guillaume, politiquement, c'est un peu moins efficace. Mais allez voir le film, parce qu'il est vraiment très édifiant. Voilà, des films sur la politique, il y en a eu beaucoup, sur Nicolas Sarkozy, sur Dominique de Villepin. J'en passe et des meilleurs. Passons maintenant au fond du sujet après cette juste présentation de notre camarade belge. Est-ce que le film politique vous intéresse? Est-ce qu'il y a des films politiques qui vous ont marqué? Olivier Poivre-Larveur. Bon, celui-ci m'a intéressé parce que c'est les ch'tis version noire, donc c'est pas mal d'avoir en effet venu de Belgique un film sur un sujet qui est la montée du Front National. La première fois que j'ai voté, moi, c'était en 1974 et je crois que le Front National faisait 0,74% des électeurs. Il en fait beaucoup plus aujourd'hui, donc pourquoi pas écrire sur ce phénomène-là et faire des films. Non, moi je suis très déçu sur la relation entre le cinéma et la politique. Je trouve que c'est une vraie faiblesse, en tout cas chez nous, parce que les Américains ont quelques films politiques forts. Parce qu'un film politique, c'est pas un film sur les hommes politiques, c'est pas un film sur Nicolas Sarkozy ou sur François Hollande, ça. C'est un film politique. C'était La Conquête, puis après il y a eu... Un vrai film politique, c'est un film qui fait avancer les idées, qui va défendre une cause, la cause gay, la cause du féminisme, la cause de l'avortement, la cause de l'esclavage. Alors les Américains ont raconté des très belles choses comme ça. Ça, c'est des films politiques. Et le monde du travail, des films engagés. Et aujourd'hui, je crois que le mot film engagé ferait fuir absolument tout le monde, à commencer par les producteurs. Et on manque beaucoup de films engagés, de films sur des vrais coups de poing et qui, en effet, parlent de la politique au sens de la cité, pas de la petite vie politicarde française ou belge. Il y a eu un Oscar, par exemple, pour Steve McQueen avec le film donc, qui s'appelle 12 Years a Slave. Voilà, par exemple. Ça, c'est fort. Ou alors, on a été très marqué dans les années 70, pardon d'être vieux, mais c'est une qualité, parfois de temps en temps, par les films de Costa-Gavras, Z. Ou alors l'aveu sur ce qui se passait justement dans les pays de l'Est. Sur la peine de mort ou sur l'Est, en effet. Mais ça, on est, je trouve, très en panne aujourd'hui. Comme on est en panne en politique, dans le fond, il n'y a plus de grandes causes politiques, ou en tout cas, on les promeut pas assez. Et le cinéma est très faible dans ce domaine-là. Donc, il y a vraiment des films à faire qui, certainement, intéresseront toute la nouvelle génération qui a envie de s'engager. Estelle Martin. C'est vrai que c'est intéressant de faire le distinguo entre les films qui parlent de la politique, ce qui est le cas chez nous à Lucas Belvaux. Et c'est vrai que moi,
au moins, je trouve le film assez caricatural, mais au moins, il a le mérite de parler d'un sujet qui nous intéresse tous, en tout cas en France. Et alors, donc, c'est un film qui traite de la politique. On a vu L'exercice de l'État. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Pierre Chelac, qui était pas mal sur vraiment quel est le quotidien d'un ministre des Transports avec ses directeurs de cabinet, joués par Michel Blanc. C'était assez... Parce qu'on plongeait vraiment dans les arcanes de la politique, et je trouve que c'était vraiment intéressant pour le coup. On voit que certaines séries essayent de s'y mettre, Baron Noir avec Cadmerade, ou Marseille avec Depardieu. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle vraiment l'appareil politique, essayer de comprendre un peu ce qui se joue. Ça marche pas trop bien en fait. Contrairement à House of Cards, là on sent aussi qu'on a envie un petit peu, les producteurs ont envie d'aller voir un peu ce qui marche ailleurs pour le faire chez nous. En fait, finalement, les audiences n'ont pas été terribles. Et après, vous avez raison Olivier, il y a le film politique en lui-même, c'est-à-dire avec ses idées. Pourquoi ne pas parler de Dipan dans ces cas-là? Parce que Dipan de Jacques Audiard, vraiment, c'était parler des réfugiés, c'était vraiment parler de ce qui se passe aussi dans les cités. Donc là, on a des films politiques. On pourrait parler de La haine, qui est bien plus ancien, de Kassovitz, ou encore de La loi du marché de Stéphane Brisé, qui là parlait aussi de la société, du monde du travail. Donc là, je pense... Vous êtes brillante. Non, mais en tout cas... vous êtes brillante. Non, mais en même temps, c'est ça le film politique. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une polémique en ce moment avec les cahiers du cinéma qui ont lancé un pavé dans la mare en disant est-ce que le cinéma français est politique? Il est un peu moins aujourd'hui parce que qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est la comédie. Et effectivement, on peut voir que la comédie vraiment truste tout ce qui n'est pas du tout francophone, mais on a énormément de comédie en France pour séduire le public. Enfin, je suis désolée, c'est quand même le cas et que c'est un peu plus compliqué de faire des films politiques. Myriam, est-ce que vous avez des films politiques au Québec? Anti-américain. Il y en a beaucoup. On a une belle tradition de films politiques chez nous. Si on remonte aux années 60, 70, il y avait déjà beaucoup de films sur les questions identitaires. Je pense notamment au film de Michel Brault, de Denis Arcand. Et puis là, le référendum sur la souveraineté du Québec en 1980 a un peu rendu morose ces thématiques-là. Il y a eu Les Ordres, bien sûr, qui dénonçaient de nombreuses pratiques, qui est devenu une espèce de film de référence au Québec lorsqu'on parle du film politique. Ensuite, après 95, deuxième référendum, un autre espèce de creux de vague. Et c'est vraiment là où je continue l'idée d'Estelle de tout à l'heure. Ce sont devenus davantage des films sociaux, sur des enjeux sociaux, donc une espèce de reflet vraiment de la société. Et il y en a des tonnes. Si vous voulez aller fouiller là, dans cette cinématographie-là, les films de Denis Chouinard sur les clandestins, sur l'Ange du Goudron, les films de Philippe Falardeau, La moitié gauche du frigo, Monsieur Lazare, et puis dans les plus jeunes, là, il y a Anaïs Barbeau-Lavalette, Inch'Allah, qui s'est tournée vers la politique internationale et sur les enjeux internationaux. Même chose, c'est Kim Nguyen. Et il y a le film de Philippe Falardeau qui s'est rendu jusque chez vous, Guy Bard s'en va en guerre, qui n'était pas terrible, mais qui vraiment nous amenait dans comment dire? Les arcanes. Oui, voilà, les arcanes de la politique. Et puis, là, très récemment, l'avenir est vraiment bon, j'ai l'impression, avec un jeune réalisateur. Il en est à son 3e film. Il s'appelle Mathieu Denis. Un titre assez intéressant. Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau. Et c'est sur la désillusion après les grandes manifestations du printemps étudiant de 2012. Donc, l'avenir et la relève sont là en cinéma social au Québec. Un grand film politique, c'est un film africain d'Abderrahmane Sissako qui s'appelle Bamako et qui raconte le procès de la mondialisation. Dans une cour à Bamako, il y a le procès du FMI, de la Banque mondiale. Et ces grands films sur, en effet, l'oppression, le dialogue Nord-Sud, la colonisation, sont vraiment des films politiques. Et ça, on en manque un peu. Michel? En Suisse, alors ce qui se passe, il faut bien comprendre qu'on a une industrie cinématographique, j'ai déjà eu l'occasion de le dire maintes fois ici, qui est très faible. Mais si on prend les films sous cet angle-là, moi je trouve qu'un film comme Les Faiseurs de Suisse dans les années 70, qui est une comédie, qui est le plus gros succès du cinéma suisse, mais qui explique, on va dire, les avatars ou les problèmes pour se naturaliser en Suisse à ce moment-là, c'est symptomatique de ce qu'était la Suisse dans les années 70. C'est vraiment un portrait qui a une charge politique qui est marqué. Et puis, ce qui s'est passé, comme l'industrie du cinéma en Suisse est relativement faible, c'est les documentaristes qui ont pris le dessus. Et là, on a vraiment des films politiques. Par rapport à chez nous, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est évidemment le documentaire de Jean-Stéphane Bron, L'expérience Blocher,
qui est un film, quand il est sorti, 1h30, docu, il a tourné avec Blocher. Donc Blocher, c'est le patron de l'UDC, qui est le parti populiste très à droite, nationaliste en Suisse. Christophe Blocher a été conseiller fédéral même, mais après qu'il l'a été, bien ce documentaire a été réalisé, quand il est sorti en 2011, il a reçu une critique qui était assez négative. Pourquoi ? Parce qu'on disait « on va encore parler de l'UDC, on va encore parler de Blocher », on en a assez entendu. Si vous le regardez aujourd'hui, moi je l'ai regardé il y a quelques semaines pour préparer cette émission, si vous le regardez, c'est extraordinairement intelligent parce que justement, ça rentre dans les détails comme par exemple chez nous mais pourrait l'être. Dans le domaine de la fiction, il n'y a rien. Mais dans le domaine de la fiction, il y a très peu, mais moi je trouve que, encore une fois, ce qui est plus intéressant, c'est tout ce qui se fait au niveau du cinéma documentariste aujourd'hui. Ce sont les Fernand Melgar, c'est Bron, c'est même un film, alors effectivement, pour parler de fiction, un film comme Un juif pour l'exemple de Jacob Berger, qui est sorti l'année passée, qui revient sur... C'est un bouquin de Chessé, le bouquin éponyme de Chessé. Là aussi, on est dans une fiction, mais au sens social, politique social, ça nous renvoie à une réalité politique d'un moment qui parle du passé, mais qui parle aussi du présent. Et dans ce sens-là, c'est encore une fois, c'est une charge politique et une charge sociale. Chessé, c'est Chessex. Oui. Chessé. C'est toute la différence entre nous, finalement. Réalisateur engagé, il s'agit de l'interactivité. Lucas Velvaux parle beaucoup politique en interview sur Twitter, le quotidien belge Le Soir. Partage ses propos du réalisateur. L'émergence de Paul Magnette en Wallonie a quelque chose de salutaire. Qui est Paul Magnette ? Pascal Bourgault ? C'est le président de la Wallonie, celui qui a résisté courageusement. Contre le CETA. Voilà. Des choses. Vous nous suivez sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez vos avis, #300 critiques. Toutes les infos au bas de l'écran. Et donc, nous allons parler dans un instant de gigantesques expositions qui arrivent un petit peu partout concernant l'Afrique. Alors, l'art africain traditionnel, l'art africain contemporain. C'est Lise Lauretiat qui va prendre votre place, ma chère Pascal. Je suis confus, mais vous reviendrez juste après le lancement du Zap Culture que voici. Qui commence ? L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie qui touche mes poumons et mon cœur. Durant 1 an, ils se sont laissés filmer au quotidien dans leur vie d'enfants malades. On lève la tête. Le petit Camille qui nous dit quand je serai mort, je serai plus malade, qui ose prononcer tous ces mots avec simplicité. Je crois que c'est ça qui m'a le plus bluffé. Chacune de ces toiles est une ode à la nature. Chacune de ces œuvres invite à la rêverie. Jouant subtilement avec les reflets et les ombres, Monet crée des atmosphères magiques et offre une nouvelle vision du monde. Schleppel, c'était des nomades. C'est leur culture, comme ça, il faut marcher. Et moi aussi, il faut que je marche pour trouver l'origine de mes parents. 200 documents originaux sont présentés, parmi lesquels l'œuvre d'une jeune auteure de BD, Fanny Michaelis, inspirée par l'histoire de son grand-père. Pour les jeunes générations, ce qui est important, c'est surtout de ne pas considérer que ces choses-là sont derrière nous et qu'il faut être toujours vigilant à comment le monde peut déraper. Le Brexit a inspiré cet artiste. À la base, c'est l'ode à la joie. Mais entendu séparément, chaque morceau est une abstraction. Cela représente la dissolution de l'Union européenne, en quelque sorte. Et 1, 2, 3, et... Waouh! Ouais, Cyprien a fait une BD, elle est déjà sortie en plus! Ouais, c'est déjà l'heure de manger! Nous sommes à la foire du livre de Bruxelles en 2016. Cyprien dédicace sa BD, plus de 1000 personnes font la file devant lui, du jamais vu. Ces dessins forment une véritable bande dessinée. Dans les bulles, Arthur Rimbaud a écrit des textes en patois ardennais. Dans Le Monde, il existe seulement 5 planches authentifiées du poète. Celles-ci sont les plus anciennes. Ici, l'art n'a pas de prix affiché. Il s'échange contre un bien ou un service. Alors ça, c'est très sympa, par exemple, une invitation pour 2 personnes à ma réception de mariage. Donc 2 jeunes mariés que je ne connais pas, mais qu'éventuellement je pourrais découvrir. Elle, c'est Johanna, une fliquette Gaston Lagaffe dont le rêve est d'entrer au RAID. Pour des raisons obscures et politiques, elle intègre le centre de formation et y rencontre Eugène Froissart, le plus misogyne des agents. Un duo improbable qui va finir par tomber amoureux. Une autoroute sombre et déserte, vent frais dans mes cheveux, la senteur tiède des petits pollens montant dans l'atmosphère. On s'est simplement tous regardés et on a fait, on va mettre de l'amour comme on le fait, mais peut-être encore plus. On va être sensible à ça, mettre de la joie.
Pour Bouli Lanners, l'histoire se répète au Magritte. Le réalisateur triomphe à nouveau cette année avec son 4e film, Les premiers, les derniers. Je suis content évidemment d'être reconnu par la profession parce que ça fait du bien pour quelqu'un qui est toujours dans le doute, mais surtout ne rentrons pas dans ce truc de compétition, donc pour moi on est tous égaux. He renounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. C'est très surprenant d'être capable de faire un film qui est comme un pèlerinage pour moi-même. Est-ce que je suis chrétien? Je m'efforce de l'être. Voilà, Lise-Laure Etienne nous a rejoint. Bonjour Lise-Laure, je suis ravi de vous accueillir comme à chaque fois. Le dernier sujet, donc avant les coups de cœur, concerne la magnifique exposition qui a ouvert au musée du Quai Branly fin janvier, qui s'appelle l'Afrique des routes. C'est un panorama donc historique, artistique et bien plus encore de ce continent fascinant qui est l'Afrique, qu'on aime beaucoup ici. Je vous propose d'en partager quelques images, quelques explications de sa commissaire avant d'évoquer donc les passions autour des expositions sur l'Afrique qu'on retrouve dans tous les magazines d'art actuellement, qu'il s'agisse de Beaux-Arts Magazine ou de Connaissance des Arts. Regardez. Des pygmées sur une fresque de Pompéi, une carte de Ptolémée datant de l'an 150 qui situe la Libye. Les commissaires de cette exposition ont mené l'enquête et trouvé des preuves. L'Afrique n'a jamais été un continent isolé. Les Arabes vont, au fil des voyages, surtout au 9e, 10e siècle, mieux connaître l'intérieur du continent et le représenter de façon un peu plus sensée, un peu plus réaliste. Et il faudra attendre en fait, le voyage de Vasco da Gama, en 1498 vers l'Inde, pour avoir un contour tout à fait exact du continent africain. C'est donc à la Renaissance que les routes du commerce se multiplient vers l'Europe. L'Afrique exporte de l'or, de l'ivoire et des esclaves. Plus de 12 millions de personnes ont été déportées entre le 15e et le 19e siècle. Aux routes commerciales s'ajoute celle des religions. L'islam arrive en 642. Moins connu et plus tardif, le culte de Mami Wata. Cette charmeuse de serpents indienne est devenue une déesse. Son image a été rapportée d'Allemagne au 19e siècle. Un artiste nigérian s'en est emparé. Les adeptes se sont multipliés. Le président Mobutu était marié à Mami Wata, donc c'est une image dans la peinture populaire congolaise qui était très importante du temps de sa présidence. Et dans certaines zones, du Ghana jusqu'au Nigeria, les artistes vont aller encore plus loin autour de cette image de la charmeuse de serpent indienne, en s'intéressant à l'hindouisme et aux images de Krishna, Vishnu, Shiva, Ganesh, qu'on va retrouver dans la sculpture ou sur les fresques, par exemple. Autre thème qui inspire les artistes d'hier et d'aujourd'hui, le colon. On le retrouve dans cette porte sculptée ou dans ce navire, la méduse de Yinka Shonibare. L'artiste nigérian réinterprète le célèbre tableau de Jéricho et c'est Kader Attia qui clôt cette exposition avec une œuvre saisissante, son nom, Réparation. Lise-Laure, donc vous avez visité avec toute l'équipe, à part moi, je dois le dire, vous n'y étiez pas, cette exposition. Comment l'avez-vous trouvée ? Moi, je trouve que le mérite de cette exposition, c'est sa richesse. C'est une exposition où il y a beaucoup de choses et qu'on apprend enfin que l'Afrique est entrée dans l'histoire, contrairement à ce qu'avait dit un président français il y a quelques années. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'on remonte à plusieurs siècles. On voit que sur ce continent, il y avait un savoir-faire. On voit que sur ce continent, les gens se sont déplacés. On voit qu'il y avait des royaumes dont on parle peu. Nous, en Afrique, on nous apprend l'histoire de ces royaumes. Le royaume du Ghana, l'empire du Congo, le royaume du Monomotapa, qu'il y avait des villes, qu'il y avait des administrations, tous ceux aujourd'hui qu'on a un peu oubliés, dont on parle peu. Et on se rend compte également que l'Afrique a été pillée. Quand on discute avec monsieur et madame tout le monde, l'Afrique, c'est quand même le continent de la misère, c'est quand même le continent des tribus et des ethnies. Donc ça aussi, heureusement que le musée s'empare de ces questions qui, malheureusement, dont on parle peu à l'école. Il faut dire aussi, pour être encore plus pédagogue, qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition ? C'est-à-dire, qu'est-ce que contient cette exposition, Estelle, par exemple ?
Est-ce qu'elle me contient moi? Non, qu'est-ce qu'elle contient? Non, ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est qu'elle s'appelle l'Afrique des routes. Il y a des œuvres, il y a des voilà, films. Il y a des œuvres. Je crois qu'il y a eu plus de 54 prêts, que ce soit aussi bien la Bibliothèque nationale de France, mais elle est aussi allée à Florence, la commissaire d'exposition, pour trouver des petites fioles où on retrouve des plantes, parce que effectivement, il y a eu aussi des relations pour faire des plantes médicinales entre les Africains et les Chinois, ou alors avec les Arabes. Il y a des œuvres évidemment, mais il y a une fresque, un bout de fresque de Pompéi qui rappelle que effectivement l'Afrique était connue à ce moment-là. C'est amusant parce qu'elle dit que c'est comme elle a voulu prouver que l'Afrique avait une histoire, la commissaire, et donc c'est comme une enquête où elle a trouvé des indices un peu partout dans différents musées de France, mais pas seulement, pour nous rappeler que l'Afrique était ouverte au monde depuis le début d'ailleurs. Alors les premiers Homo sapiens ont quitté l'Afrique pour partir ailleurs, mais les gens sont venus les voir. Moi, je ne savais pas que les Chinois, avant le XVe siècle, qu'il y avait malheureusement de la traite négrière, mais pas seulement, il y avait aussi du commerce de porcelaine, car c'était très prisé par certains grands rois africains. Donc toutes ces relations-là qu'on ne connaissait pas, parce que maintenant on parle beaucoup de la Chine qui est très très présente sur le continent pour faire des affaires, mais c'était déjà le cas avant le XVe siècle. Et après, il y a aussi évidemment la traite, les Européens qui sont arrivés. Mais vraiment, ça nous montre ça. Il y a des cartes, il y a des cartes où on voit qu'au début, il n'y avait que les côtes qui étaient connues. Personne n'entrait à l'intérieur de l'Afrique pour mieux découvrir. Il y a des comptoirs coloniaux. Des comptoirs, oui. Voilà. Et donc ça, et après, elle nous montre comment aussi ça voyageait à travers le continent. C'est-à-dire que l'espèce d'idée fausse comme quoi les Africains restaient entre ethnies, elle réfute le mot, ethnie, tribu. Elle dit, il faut arrêter avec ces mots-là. C'est des mots de colons. Et ben non, pas du tout. Ils circulaient, c'était des peuples. Et voilà, il y a beaucoup d'idées fausses qui sont battues en brèche dans cette exposition. Olivier, pardonnez-moi. Alors, il y a beaucoup de questions dans le sujet qu'on aborde, parce que d'abord, on parle en effet beaucoup de l'Afrique aujourd'hui, de l'Afrique contemporaine à travers des expositions. Ça a commencé maintenant il y a 30 ans avec Africa Remix, non, plutôt avec les Magiciens de la Terre au Centre Pompidou, et puis donc cette Afrique contemporaine absolument extraordinaire, magnifique qui montre en effet la création africaine aujourd'hui. Et en effet, elle est entrée dans l'histoire, évidemment. Et puis, il y a cette histoire de l'Afrique. Cette histoire de l'Afrique, en effet, l'Afrique des routes nous permet de voir, en effet, tous ces trajets qui n'ont pas été documentés. C'est pour ça que c'est très précieux d'avoir ces expositions, parce que, à la différence des grandes épopées qui sont celles qu'on connaît, d'Athènes, de Rome ou d'autres européennes ou occidentales, il y avait de la documentation. Et là, il s'agit de reconstituer tout un travail de routes, qui sont aussi des routes parfois immatérielles, celles qui reliaient les oasis, je pense, aux routes qui existaient entre Tozeur, Chinguetti, Gao, Agadez, toutes ces oasis extraordinaires autour du Sahara. Le seul petit problème, imaginez, Guillaume, qu'il y ait des expositions sur l'impressionnisme partout en Afrique et jamais en Europe. Et c'est un peu le sujet quand même qu'il faut aborder à un moment donné quand on parle d'exposition et de l'Afrique qui s'expose, c'est que malheureusement ces expositions ne seront jamais montrées en Afrique parce qu'il n'y a pas de musée. Alors, c'est très bien de faire des expositions dans des beaux musées en Europe. Il faudrait faire surtout des expositions, des belles expositions dans des beaux musées en Afrique qui n'existent pas aujourd'hui et permettre aux Africains, et pas uniquement à la diaspora africaine, de découvrir ces trajets magnifiques et cette civilisation qui, à mon avis, pour les 2 siècles à venir, va être la grande découverte de tous et qui va tuer le préjugé raciste et qui va montrer que sur ce continent africain, beaucoup de choses sont nées et vont continuer à naître. Myriam Fehmi, vous avez vu cette exposition, vous en avez pensé quoi? Oui, je suis assez d'accord avec Olivier que ce serait bien que cette exposition-là puisse voyager jusqu'en Afrique pour que les Africains puissent se réapproprier une fierté, justement parce que cette Afrique est tellement riche. C'est ce qu'on apprend dans cette exposition-là. Une des premières phrases qu'on lit sur les tableaux d'interprétation, c'est « L'Afrique a une histoire » et c'est ce qu'on nous raconte. C'est une exposition qui est vraiment touffue. On peut s'y perdre parce qu'il y a énormément de choses. Par contre, on peut le prendre d'un point ou d'un autre selon notre intérêt, soit que ça soit la grande thématique, l'Afrique des routes, donc de suivre cette grande route qui traverse le continent, mais aussi par les sous-thèmes. On parle d'esthétisme, on parle de religion, on parle de commerce, on parle des transports. Moi, j'ai appris énormément sous la base de ces sous-titres-là, mais aussi le troisième point qui peut être utile pour aborder l'exposition, c'est la ligne du temps. Donc, à travers le début de cette histoire, de cette ouverture jusqu'à aujourd'hui, on traverse plusieurs sections dans l'exposition où il y a une ligne du temps qui est fort utile pour situer ces grands moments de l'histoire, ces grands royaumes dont parlait tout à l'heure
meurt Liselor. Et aussi, ces grandes brisures que sont l'esclavage, qui a commencé bien avant ce qu'on en dit aujourd'hui. Et puis, à la fin de l'exposition, il y a cet exercice de réparation où je vendrai peut-être pas ce tableau-là parce qu'il est très, très percutant, il faut le voir, mais cet exercice de réparation, j'aurais aimé le voir aussi avec plus d'artistes contemporains pour justement réparer et montrer à quel point l'Afrique d'aujourd'hui est riche, créative, ouverte sur le monde et qu'il y a de nombreux artistes qui ont beaucoup à dire. Il y a un Français qui est né, qui est d'origine algérienne, qui s'appelle Kader Atia, qui vit à Berlin, qui avait pris Marcel Duchamp et qui est un type absolument formidable. Une de ses œuvres termine l'exposition et c'est vraiment sur la réparation. J'adore son travail. Impressionnant. Voilà. Mon cher Michel. Oui, je pense que pour moi, le point majeur de cette exposition et sa force, c'est qu'elle s'adresse, je pense, avant qu'elle ne doive aller en Afrique ou la difficulté qu'elle pourrait avoir en Afrique, je pense que surtout elle fait sens en étant ici, en Europe et sur ce continent-ci. Pourquoi ? Parce que, ce sera un néologisme, mais elle nous désethnocentrise dans son regard. Vous savez, l'ethnocentrisme fait regarder les choses en fonction de la culture qui est la nôtre et être incapable de se mettre à la position des autres. Et l'Afrique aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec toi Liselor, l'Afrique telle qu'on la représente en général dans les médias, c'est les catastrophes, le sida, les maladies, les misères, les guerres, la famine, tout ce que vous voulez, le pillage. Donc on a pillé l'Afrique. On a pillé l'Afrique pendant des siècles au niveau de ses ressources matérielles, au niveau de ses ressources humaines. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi pillé l'Afrique dans son histoire, simplement. On ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Ici, tout le monde se fout de connaître cette histoire-là. Et cette exposition au Quai Branly, à travers ces routes, qui sont des routes effectivement immatérielles. Ce sont les plantes, c'est la religion, c'est le commerce, c'est des routes physiques par contre. Ça nous redonne tout d'un coup l'histoire ou la possibilité d'accéder à l'histoire d'un continent dont on n'a pas l'ombre souvent d'un soupçon de connaissance ici parce qu'on nous a complètement balayé ça tout le temps. On nous a toujours vendu l'Afrique comme étant une sorte de continent comme ça. Alors, d'abord, c'est plusieurs pays, c'est plusieurs cultures, c'est un ensemble qui est très complexe. Mais on nous a toujours vendu ça de cette manière-là. Et la force d'une exposition comme celle-ci, justement, c'est de nous permettre de nous rendre compte que non, c'est pas vrai. Il y a des cultures, il y a effectivement des administrations, des systèmes politiques, des routes, des plans, des échanges, tout ça. Il y a une véritable histoire, il y a une véritable culture qui était sur place. Et si on est déjà capable, nous, Européens, blancs, enfin voilà, grandis ici, de réussir à en trouver cette fenêtre-là et de se dire « Ah, l'Afrique, c'est pas juste un tas de... » Voilà, et bien rien que ça déjà, ce sera une avancée. Parce qu'en Afrique, c'est aussi une chose qu'on ne sait pas, l'histoire, elle est enseignée. Il y a une connaissance de ce qui s'est passé sur place. Ce qui est au Quai Branly aujourd'hui, en Afrique subsaharienne par exemple, il y a quand même pas mal de gens, même des jeunes, qui en ont connaissance parce qu'ils l'ont appris à l'école ou qu'ils le savent par tradition familiale. Mais nous, ici, non, on ne le sait pas. Et l'exposition du Quai Branly, dans ce sens-là, je la trouve exemplaire parce qu'elle nous ouvre plein de pistes, sans mauvais jeu de mots, sur la possibilité non pas de s'approprier, mais en tout cas de refaire connaissance avec ce continent formidable. Voilà, je voulais juste dire un mot pour finir, pour conclure par rapport à ce que dit Michel, c'est que c'est important pour les gens ici en Europe, mais c'est important ici pour les enfants issus de l'immigration. Donc beaucoup pensent que les Africains n'ont rien fait par rapport à l'histoire. Quand on leur dit qu'en Afrique, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose, ils se disent au moins, nous avons, nous aussi, ou mes grands-parents, ou mes arrière-grands-parents ont aussi contribué d'une certaine façon à ce que ce monde est aujourd'hui. Voilà, vous trouverez donc un numéro de Beaux-Arts inédit donc, qui est consacré à cette exposition du Quai Branly, l'Afrique des routes. Je voudrais quand même signaler dans Connaissance des Arts que là aussi on s'intéresse à la multiplication des expositions concernant l'Afrique. Tout le monde se souvient des Demoiselles d'Avignon, mais on n'est plus dans ce domaine. Vous avez par exemple la collection de sculptures africaines classiques de Marc Ladrette de la Charrière, dont on parle beaucoup actuellement, et pour un tout autre sujet, qui est dans Connaissance des Arts, donc qui est une collection magnifique et qui est aussi au Quai Branly. Et donc à la Fondation Vuitton, collection beaucoup plus contemporaine, puisque c'est la collection donc d'un personnage assez étonnant qui s'appelle Johnny Pigozzi, qui est une sorte d'étudiant de 65 ans, qui est un grand copain de stars mondiales, Andy Warhol, etc. Vous trouvez par exemple, là j'ai trouvé dans Connaissance des Arts, voilà un tableau de Chéri Samba, des photos de tous les photographes que vous connaissez, Seydou Keïta, etc. Tout ça est à venir. C'est André Magnin qui, pour le compte de Jean Pigozzi, l'héritier de Simca, a fait ce travail remarquable, en effet, de collecte d'artistes africains. Voilà. Donc c'est important que ces expositions soient montées, puis visitées.
Nous allons terminer donc par l'interactivité et après nous passerons au coup de cœur. Si l'Afrique et ses trésors sont à l'honneur à Paris cette année, Twitter nous rappelle qu'ils sont également exposés partout dans le monde. Avec l'exposition itinérante Lumière d'Afrique, la blogueuse Joëlle l'a vue au musée Théodore Monod de Dakar. Compte Twitter de l'émission, hashtag 300 millions de critiques. Les infos sur le site internet au bas de l'écran et nous nous quittons donc avec les coups de cœur. Mon cher Olivier. Écoutez, vous savez que je viens de Tunisie et j'ai été... on m'a confisqué mes oranges maltaises. On m'a interdit de faire la publicité pour la démocratie donc vous venez avec des dates. Je suis venu avec des dates, mais les meilleures dates du monde, qui sont les dates d'Eglet Nour. Je vous conseille, qui viennent de Tunisie. Alors je vous conseille non pas les acheter, parce que là, il n'y en a pas en surplus, à la différence des oranges maltaises. Venez les consommer en France. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner une petite date, non puis faites passer à vos amis. Vous aimez ça, les dates, non? J'adore les dates. Et puis comme il faudra que vous parliez, ça va être amusant. Voilà. En attendant que les dates fassent le Myriam, tour, une légère date je avant de vous parler. recommande le musée Zadkine à Paris, qui est un petit musée, un petit bijou. Véronique Keller, qui est la directrice, a publié un très beau livre, Le Destin de guerre, qui raconte le travail que Osip Zadkine, un grand artiste, a fait pendant la Première Guerre mondiale. On en fête le centenaire et l'exposition vient de se terminer, mais le livre existe et ce musée Zadkine est une petite découverte rue d'Assas. Quand vous venez des quatre coins du monde, venez à Paris voir ce musée en mangeant des dates d'Eglet Nour, évidemment. Estelle Martine. Alors, on parlait du cinéma politique. Où est votre date? Je vais la manger après, si vous me le permettez, car c'est un peu compliqué ensuite. Donc, on évoquait le cinéma politique. Moi, je voulais parler de l'art politique, enfin l'art politique vu par Piotr Pawlansky. Il est russe, c'est un activiste. Il s'est fait connaître en 2012 en se cousant les lèvres pour dénoncer le procès des Pussy Riots. Là, il est poursuivi par la justice russe pour violence sexuelle. Lui, il crie au complot. Donc, il a trouvé refuge en France. Il demande l'asile politique pour lui, sa compagne et ses 2 enfants. Et donc, voilà, pour découvrir le travail de Piotr Pawlansky, qui est assez saisissant parce qu'il utilise son corps pour exprimer sa colère et pour exprimer son refus d'un certain pouvoir. Eh bien, vous pouvez tout comprendre dans ce livre donc traduit du russe. C'est aux éditions Louison. Alors attention, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, car ce jeune homme est capable de tout pour faire passer ses idées. Et c'est assez saisissant pour l'avoir rencontré. On sent que chez lui, l'art a vraiment une vocation politique. Alors je lui ai dit, mais c'est un peu extrême. Il me dit oui, mais dans certains cas, il faut être extrême. Peut-être que chez vous, effectivement, ce n'est pas le cas, mais en Russie, il faut l'être. Myriam. Eh ben, je ne sais pas pourquoi je crie tout à coup. Oui, Myriam. Cette semaine, je vous amène à la galerie Arsenal à Montréal. Et c'est pour voir une rétrospective d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Séguin. Et même si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir cette galerie-là, faites l'exercice de faire la rétrospective chez vous parce que c'est un artiste qui touche à presque tout. Il vient de sortir un film il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Stealing Alice. Il nous amène dans le Grand Nord canadien. C'est un film qu'il a autoproduit, autofinancé, avec une actrice que j'aime beaucoup, Fanny Mallette. Il est l'auteur de 3 livres. Il a une plume vraiment très percutante. Il part toujours d'une histoire d'amour, mais il n'y a rien de joli, de cucu dans ces histoires d'amour. Et il nous amène vraiment dans... Non, pas du tout. Il nous amène dans des grands... Il nous amène dans des grands sentiments. Dès qu'il y a une plaisanterie un peu grasse, pourquoi s'en priver? Et ces toiles sont magnifiques. Encore là, on ne fait pas dans le joli ou dans le coquet. C'est vraiment un artiste d'art contemporain qui parfois utilise les matières organiques dans ses toiles. Il faut découvrir cet artiste-là. Et en plus d'être un artiste avec un grand A, c'est un penseur qui réfléchit beaucoup sur notre société, sur l'art en général, sur le financement de l'art. Donc, à la Galerie Arsenal, qui est un endroit vraiment à découvrir à Montréal, si vous passez, allez faire un tour. Mais vraiment, faites l'effort d'aller essayer de découvrir cet artiste-là, Marc Séguin. Marc Séguin. C'est jusqu'au mois de mars. Michel Cerruti. Puisqu'on parlait tout à l'heure de cinéma, et je vous expliquais notamment la prééminence du documentaire en Suisse par rapport à la fiction, notamment pour traiter de politique. Un exemple qui est sorti il y a quelques semaines, c'est le documentaire de la cinéaste Lila Ribi, qui est toute jeune, diplômée de l'ECAL, et qui nous a livré un documentaire saisissant et surtout qui a beaucoup plu de par sa poésie et sa sensibilité. Ça s'intitule Révolution silencieuse. Il y a un site internet, révolution-silencieuse.ch. Ça raconte le retour d'un paysan à la nature, véritablement, qui décide de délaisser l'agriculture intensive avec des produits chimiques, qui vend son troupeau de bêtes pour cultiver des blés anciens, des céréales en biodynamie,
et avec toute la philosophie qui va là derrière. C'est un petit peu un film, certains l'ont comparé, qui fait un peu la suite au film de Mélanie Laurent, Demain. C'est un petit peu dans cette veine-là. Ça connaît un très grand succès, surtout ça réveille les consciences, ça réveille les esprits, c'est un message, c'est pas un film simplement sur un portrait de famille, même s'il est magnifique et fait avec beaucoup de subtilité et de sensibilité. Révolution silencieuse, donc le documentaire de Lila Ribi à découvrir sous peu, je l'espère, ailleurs qu'en Suisse. Ma chère Lisa. Oui, je vais rester comme Michel dans le documentaire, mais parler d'un documentaire qui sera diffusé au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou à la fin du mois et qui est sélectionné dans la section documentaire. Ça s'intitule Yolande ou les blessures du silence. Et ça raconte l'histoire de Yolande Mukagassana, cette rescapée du génocide en 1994 au Rwanda, qui a perdu son mari, ses 3 enfants, son frère et ses sœurs, et qui se bat depuis pour qu'on n'oublie pas ces disparus, parce qu'elle dit de toute façon la douleur est vive. Elle était en exil en Belgique. Elle est maintenant s'est installée à Kigali, où elle a repris son travail, son métier d'infirmière anesthésiste. Et c'est, comme elle dit, un combat de longue haleine. Donc ce DVD est disponible, est en vente partout en France et puis également en ligne. Voilà. Parce que tout à l'heure, on parlait de Daniel Pénac. Alors, Solaire, c'est à peu près chez Gallimard le contraire de Daniel Pénac. C'est publié aux éditions Grasset. Vous savez que c'est une certaine forme de tristesse lucide, puisque les gens de sa génération ont tous eu, je parle de ceux même qui étaient chez Gallimard, comme Modiano, le prix Nobel de littérature. C'est aussi le cas pour Luc Lézio. Solaire n'a rien eu. Solaire n'écrit plus dans les journaux. Et donc, il y a ce rapport à la tristesse et à la culture qui est absolument passionnant. Il répond à un journaliste du Monde qui s'appelle Franck Nouchy, surtout. Et notamment, il y a un passage assez drôle où il s'attaque gentiment à Finkielkraut, qui dit qu'il faut absolument défendre l'école. Solaire s'explique qu'il n'a jamais rien appris à l'école et que ça n'a aucun intérêt, l'école. C'est assez drôle. Et il parle aussi beaucoup de la France, ce vieux pays, qui finalement s'enferme dans ses mensonges depuis des années. C'est très joli et ça met en avant surtout le rôle des artistes plus que du social dans l'histoire de l'humanité, ce qui n'est pas totalement inutile. Voilà, nous avons terminé cette émission. Nous sommes ravis d'être avec vous. D'une certaine manière, le soir tombe sur le plateau de 300 millions de critiques à l'Institut du Monde Arabe. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.